Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Soria, donc consacré euh, aux vénotoniques, à nos jambes, puisque arrive et qu'effectivement, avec la chaleur, nous sommes plutôt assez nombreuses à souffrir un petit peu, soit de jambes lourdes, de jambes fatiguées, voire de varicosité, de varices ou plus. Et donc, c'est un vrai problème, effectivement, et il est important de savoir que l'on peut agir en prévention. Et puis, bien sûr, si déjà les choses sont installées, éviter une accentuation du problème. L'été arrive ou presque, et avec les beaux jours, nous avons toutes envie de nous retrouver avec des jambes légères et une sensation de fraîcheur au quotidien. Voilà, pour vous faire envie, on a j'ai tout de suite choisi une photo avec de jolies jambes. Alors, je vous dis tout de suite, je l'ai un peu trafiqué, j'ai fait exprès, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai un peu allongé les jambes parce qu'en fait, ils font ça dans tous les magazines pour nous rendre jalouses de ces mannequins qui ont des longues jambes effilées. Et puis en fait, ça m'a beaucoup amusé de me rendre compte que je pouvais aussi le faire moi sur les photos que j'utilise dans le diaporama. Voilà, petite parenthèse. Alors, de nombreuses femmes considèrent les jambes comme l'un des attributs de séduction les plus importants, d'ailleurs pas que les femmes, les hommes aussi. Et puis évidemment, on pense tous à cette fameuse photo de Marilyn. Et selon une étude de l'IFOP, 8 femmes sur 10 n'oseraient plus porter de jupes plutôt courtes ou des shorts. Hein. La moitié de la population féminine en France est concernée par des jambes fatiguées et un tiers présenterait des varices, des varicosités au niveau des mollets et des cuisses. Alors, je dis des femmes. Je me suis rendu compte une fois que j'avais terminé le travail. Ah, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a un micro encore allumé. Merci, parce que ça fait des interférences. Et oui, donc je disais qu'effectivement, je dis les femmes, les femmes. En fait, les hommes sont concernés aussi. Hein. Je veux dire, les femmes le sont plus souvent, plus fréquemment. On va le voir après dans les facteurs de risque, mais finalement, c'est vrai que les hommes aussi peuvent être concernés par ce problème-là. Je suis désolée, je m'adresse surtout aux femmes, mais sachez que les hommes aussi sont concernés par des jambes fatiguées, des jambes lourdes, des veines visibles, des varicosités, etc. Alors, avant d'évoquer les solutions naturelles, les conseils que l'on peut donner pour retrouver des jambes légères et diminuer le gonflement des chevilles, puisque c'est associé très souvent l'œdème est associé, il est important d'en comprendre l'origine. Alors, les causes, c'est un mécanisme qui est invisible à l'œil nu au départ et qui progresse en silence sous la peau. Et avec le temps, les parois de nos veines perdent en tonus et en élasticité. Le retour veineux se fait plus lent et plus difficile. De même pour la circulation lymphatique chargée d'éliminer les déchets accumulés dans les tissus. Et il y a stagnation des circulations sanguines et lymphatiques au niveau des membres inférieurs. Et l'on peut constater, au fur et à mesure que le temps passe, les premières varicosités, les sensations de lourdeur, voire l'aspect boudiné des pieds au niveau des orteils jusqu'aux chevilles. Et cela peut bien sûr, au fur et à mesure, entraîner de la gêne au niveau de la marche, ainsi qu'un inconfort, voire des douleurs. Si rien n'est fait, le phénomène va évidemment s'accentuer avec des œdèmes lymphatiques par accumulation de lymphe dans les tissus et au niveau veineux, la stagnation de la circulation sanguine va entraîner une dilatation des veines, d'où apparition de ces fameuses varices, jusqu'au risque de phlébite si un caillot se forme et touche et bouche la veine, phlébite qui est une urgence médicale. Alors, on va juste faire un petit rappel anatomique sur la circulation sanguine. Voilà, la circulation sanguine, je crois que tout le monde connaît, avec les veines d'un côté, les artères de l'autre.
et l'échange qui se fait. Donc l'artère, la circulation artérielle qui transporte le sang du cœur vers les organes. Ce sang est chargé en nutriments et en oxygène, les deux étant indispensables au bon fonctionnement de la cellule. L'échange se fait au niveau des capillaires, qui sont des vaisseaux très très fins, qui permettent donc de rejoindre les artères et les veines au niveau des tissus et qui, à ce moment-là, vont permettre aux veines, à la circulation veineuse, de ramener dans le sang, de ramener par l'intermédiaire du sang, pardon, des organes vers le cœur, ce sang chargé en déchets produits par le fonctionnement de la cellule et en gaz carbonique, en CO2, produit également par les cellules. Alors les capillaires, voilà, donc voilà, circulation veineuse, circulation artérielle, vous voyez euh, qu'elles sont quasi parallèles, hein, qu'elles se chevauchent. Et parlons juste des capillaires, les capillaires qui viennent pour distribuer les nutriments et l'oxygène aux cellules, récupérer les déchets, le CO2, et le ramener donc vers le cœur. Vous avez vraiment ce passage-là. Les capillaires, c'est quelque chose de très important. Déjà, on en a une quantité très impressionnante. J'ai oublié de noter le chiffre, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça fait une sacrée longueur quand on les met bout à bout. Il y a un médecin russe, le docteur Alexandre Salmanov, qui était le père de la capillothérapie ou capillarothérapie au choix, qui travaillait énormément sur les capillaires et qui disait que nombre de nos problèmes venaient du fait que les capillaires, avec l'âge, se diminuaient, s'asséchaient et que petit à petit, forcément, les cellules n'étaient plus nourries ni débarrasser de leurs déchets correctement et que forcément ça entraînait de nombreux problèmes de santé. Revenons au système veineux qui est celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Il doit donc lutter contre la pesanteur pour réussir à remonter les 1,50 m en moyenne qui séparent nos pieds de notre cœur. Ceci est possible grâce aux muscles qui, par leur contraction de valvules que vous voyez sur cette diapo, qui sont situés à l'intérieur des veines et qui empêchent le reflux sanguin. Alors, au niveau des membres inférieurs, nous avons deux réseaux veineux qui collaborent, reliés entre eux par des vénules. Le réseau veineux profond qui assure 90% du retour veineux et le réseau veineux superficiel qui en assure les 10% restants et qui est plus fragile puisqu'il est moins massé par les muscles. Les muscles sont plus au niveau du réseau profond et donc ce réseau superficiel va donner les premiers symptômes. Donc on voit qu'en cas de circulation veineuse anormale, on a des valvules défaillantes et qui permettent un reflux sanguin, ce qui ne doit pas être le cas dans une circulation veineuse normale. Au niveau de la marche, la pression se fait au niveau de la voûte plantaire et c'est ce qu'on appelle la semelle veineuse plantaire de Lejar. Je crois qu'il y a une faute d'orthographe dans Lejar, mais c'est une photo que j'ai prise et malheureusement, je n'ai pas pu modifier l'orthographe. Je crois qu'il n'y a qu'un seul J. Mais bon, on a cette voûte plantaire qui est complètement recouverte d'un réseau veineux. Et d'ailleurs, en réflexologie plantaire, le réflexologue peut vraiment travailler à ce niveau-là, bien sûr. Et puis, on voit aussi la compression du muscle lors de la marche qui permet ce retour veineux. Les muscles stimulent les veines pour activer la circulation sanguine.
dès 1 heure de position assise, et c'est ce que je vais avoir là avec ce webinaire, eh bien, il a été constaté que la circulation est réduite de moitié avec 1 heure de position assise et des conséquences immédiates qui peuvent être des fourbis, des engourdissements. Donc, on voit tout de suite, on se rend compte tout de suite de l'importance du mouvement et puis on connaît tout de suite aussi la solution pour éviter des situations de stagnation veineuse. Avant de passer donc aux facteurs de risque et aux conseils, je voulais encore m'arrêter un petit peu sur le système lymphatique, la circulation lymphatique, qui suit globalement le réseau veineux afin de transporter la lymphe collectée dans les tissus vers le cœur. Cette lymphe est donc chargée des déchets de l'organisme ainsi que de cellules appartenant à notre système de défense, les fameux globules blancs, plus particulièrement des lymphocytes. La circulation de la lymphe est beaucoup plus lente que la circulation sanguine et elle se fait uniquement sous représentée par le cœur. Donc, c'est vraiment juste le mouvement qui va faire bouger la lymphe. Et là aussi, on a tout de suite la réponse, les conseils, l'importance du mouvement. Et chez les sédentaires ou les personnes immobilisées, il faut à ce moment-là compenser la perte de mouvement par des techniques manuelles qui vont pouvoir relancer la lymphe. En réflexologie plantaire également, en travaillant sur le dessus du pied, on peut relancer cette circulation lymphatique. Et puis, il y a des tas de techniques qui existent. Alors, quels sont les facteurs de risque? Alors, ils sont nombreux, mais la bonne nouvelle, c'est que l'on peut interagir avec nombre d'entre eux en prévention. Bon, le premier, c'est le sexe. On ne va pas forcément interagir dessus puisque les femmes partent avec un handicap. Les parois des veines sont tapissées de récepteurs sensibles aux hormones. Ce qui fait qu'effectivement, les veines sont sensibles aux variations hormonales de la femme, que ce soit lors de la puberté, lors de la grossesse, lors de la ménopause, s'il y a prise d'un traitement contraceptif, s'il y a prise d'un traitement hormonal de substitution lors de la ménopause, les œstrogènes et la progestérone, de par leur pouvoir sur les veines, agissent en diminuant le tonus du risque accru d'insuffisance veineuse. C'est pour ça qu'on pense toujours en premier aux femmes pour les problèmes de circulation veineuse. Mais l'âge est le deuxième facteur. L'âge est le deuxième facteur, donc ça peut effectivement toucher également les hommes. L'âge s'accompagne souvent d'un ralentissement de la circulation, elle est moins fluide. Il y a une perte d'élasticité au niveau des parois des vaisseaux sanguins, donc un durcissement et un affaiblissement des valvules au niveau des veines, avec quelquefois aussi une fonte musculaire, et plus on avance en âge, très souvent malheureusement, il y a soit carrément la perte d'autonomie, soit la sarcopénie, la fonte musculaire généralisée de la personne âgée, et donc effectivement aucune stimulation par les muscles de ce retour veineux. Troisième facteur, le surpoids. Le surpoids qui, évidemment, on s'en rend compte tout de suite, logiquement, va faire une charge portée sur les jambes plus importante. Et puis, très souvent, le surpoids est accompagné d'un bilan lipidique problématique en faveur d'un encrassement des vaisseaux sanguins par des plaques d'athérome, etc. Donc, le surpoids joue également. L'hérédité, quatrième facteur, l'hérédité, qui jouerait sur le nombre de valvules. Si 2 parents ont des varices, le risque passe à 90% pour l'enfant plus tard de développer des varices. Il semblerait que ce soit lié au nombre de valvules, un caractère héréditaire. Cinquième facteur, la constipation. La constipation va entraîner une compression et une stagnation veineuse au niveau abdominal. Et j'ai envie de dire, Dieu sait que les personnes sont constipées. Alors ça, je fais juste une petite parenthèse parce qu'en consultation,
en tant que naturopathe, combien de personnes sont constipées et l'ignorent. Je fais juste une parenthèse parce que c'est important. Pourquoi elles l'ignorent? Parce qu'elles ont ce problème depuis des années. Et que donc, du coup, quand vous avez un problème depuis des années, ce n'est plus un problème. Vous avez des personnes qui vous disent bah, je vais aux toilettes quand on pose la question, bah, c'est 2 fois par semaine et qui trouvent ça normal parce que ça fait des années que c'est 2 fois par semaine. Donc, ça ne leur vient pas à l'esprit que c'est de la constipation. Hein. Mais voilà, donc c'est des questions très importantes pour la santé globale, pas que pour la circulation sanguine veineuse, mais pour la santé globale, de travailler sur ce point-là. Petite parenthèse refermée. Donc, on en était à la constipation. 6e facteur, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie en général, qui va regrouper des tas de facteurs tels que le tabagisme, qui diminue la tonicité des vaisseaux sanguins, une consommation d'alcool excessive joue le même rôle, donc, tabagisme, alcool, la sédentarité, bien sûr, hein, ça on l'a bien compris, que c'est le mouvement qui aide énormément, donc la sédentarité, les mauvaises postures, les positions assises prolongées, surtout plus de 6 heures par jour, ce qui explique que le problème de jambes lourdes, de varices, etc., touche de plus en plus de personnes parce que nous passons de plus en plus de temps derrière nos écrans, derrière nos ordinateurs, en plus avec le télétravail qui a été instauré et présenté comme quelque chose d'intéressant. Effectivement, on est très souvent assis et ça explique aussi que ça touche les femmes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème de surpoids, qui n'ont pas de problème de tabagisme, d'alcool, d'alimentation, etc. C'est la position assise, notamment jambes croisées. Hein, les jambes croisées, c'est très mauvais. Donc là, je vois tout de suite que nombre d'entre vous vont tout de suite décroiser les jambes. Hein. À l'inverse, le piétinement est très mauvais aussi, la station debout prolongée. Et là, on rejoint un autre facteur de risque qui est professionnel. Les coiffeuses, les serveuses, les vendeuses, les hôtesses de l'air. Alors, j'ai tout mis au féminin, mais les hommes qui font ces professions sont également touchés. Je ris juste parce que je pense à la chanson de Jacques Dutronc qui disait j'aimerais être hôtesse de l'air pour avoir les jambes en l'air. Voilà. Il faut avoir les jambes en l'air, pas comme une hôtesse de l'air en montant dans un avion, mais on verra que ça fait partie des conseils. Excusez-moi, c'était juste une petite chose qui me vient à l'esprit au passage et je voulais vous le partager parce que ça m'a fait sourire. Alors, dans l'hygiène de vie, qu'est-ce qui reste encore? Les sports à impact. Les sports à impact tels que le tennis, le squash, tout ce qui donne l'équitation aussi, compression, sont des sports qui malmènent les jambes. Alors, c'est vrai que si vous faites 1 heure de tennis ou 1 heure d'équitation par semaine, une fois, voilà, c'est pas un souci. C'est évidemment quand c'est poussé et que c'est répétitif. Autre facteur de risque, la chaleur. La chaleur et la compression. Alors, tout ce qui est bain chaud, hammam, sauna, la bronzette en excès sur la plage, hein, quand on fait la crêpe, hein, voilà, au soleil, ou quand on est assise comme sur la diapo, jambes croisées au soleil. Le chauffage au sol, très mauvais aussi pour les veines. Tout cela œuvre en faveur d'une vasodilatation, donc d'un retour veineux ralenti. Les vêtements serrés, les gaines, les jeans très serrés, les pantalons étroits, les bas avec des élastiques resserrés, les chaussures trop étroites, les talons hauts empêchent une bonne circulation. Tout ça va être négatif pour notre circulation sanguine. Donc effectivement, si on peut penser à travailler là-dessus, on a tout de suite les bons conseils. La bonne nouvelle, on peut agir en préventif, hein, voilà, déjà en supprimant certaines choses, mais aussi lorsque les premiers signes s'installent afin d'en limiter l'évolution, et ce, à plusieurs niveaux. On commence tout de suite par des conseils d'hygiène de vie.
Le premier conseil, conseil numéro 1, vous l'avez compris, c'est bouger, marcher, marcher, marcher. Il faut réactiver le système veineux par une activité physique régulière, régulière. Et la marche suffit. Le simple contact du talon avec le sol permet de relancer la machine. D'autres sports sont conseillés, le vélo, la natation, la course à pied, et attention, comme dit, au sport à impact violent. Respirer. Et oui, respirer est important. Le mouvement du diaphragme permet de relancer tant la dynamique sanguine artérielle que la dynamique sanguine veineuse. Donc, pensez à respirer. Très souvent, quand on travaille, on est en respiration thoracique haute, en respiration automatique. Prenez le temps, plusieurs fois par jour, de vous poser et de faire des respirations ventrales de pleine conscience. On va vraiment faire travailler cette élasticité du diaphragme qui est capable d'avoir une amplitude de 4 cm au maximum. C'est énorme, 4 cm, de penser que le diaphragme est capable, lors de l'inspire, de descendre, puis lors de l'expire, de remonter, et ce, de 4 cm. Vous avez à la fois un massage des organes quand, lors de l'inspire, le diaphragme descend, et un petit soutien au niveau de la pompe cardiaque lorsque le diaphragme remonte. Donc, très important de respirer, respiration nasale et ventrale. Surélever les jambes. Troisième conseil, surélever les jambes. Alors, le soir en rentrant de travail, ou voilà, quand on sent qu'on a les jambes fatiguées, ou si on peut le faire entre midi et deux, de s'allonger avec les jambes contre le mur, ou coucher sur le dos, de pédaler. Tout ce qui fait bouger est important, faire des pauses. Un simple exercice, monter sur la pointe des pieds et redescendre. Ça suffit. Si vous le faites une quinzaine de fois de suite, vous récupérez 10 secondes et vous recommencez 15 fois. Vous pouvez le faire sur le lieu de votre travail. Vous pouvez le faire à tout moment. Dans la journée, on peut se trouver un temps très court, 2 fois 15 secondes, c'est rien du tout. Et vous pouvez monter sur la pointe des pieds, descendre. Évidemment, pieds nus, c'est évident. Donc, il faut enlever ses chaussures. Et puis sinon, la nuit, vous pouvez également surélever les pieds du lit 10 à 15 cm pour permettre une circulation veineuse plus facilitée. Vous avez l'effet coup de froid. La douche froide, fraîche ou froide, selon ce que vous supportez, est évidemment conseillée, toujours en remontant le long des jambes, donc en partant du pied de la cheville vers le haut des cuisses, et pour faire dans le sens de la circulation, vers le cœur, dans le sens de la circulation veineuse. Le froid va entraîner une vasoconstriction, donc un resserrement des veines et des capillaires. Et puis évidemment, si vous en avez la possibilité, la marche dans l'eau, que ce soit dans un ruisseau, au bord de la mer, c'est excellent. Et dernier conseil, ce sont les massages. Massage des jambes, alors toujours du bas vers le haut dans le sens du retour veineux. Donc, on part de la cheville, du pied de la cheville et on monte vers le haut de la cuisse. Alors, massage avec éventuellement une ou des crises dans laquelle vous aurez mis éventuellement des huiles essentielles, on va en parler tout à l'heure, que vous pouvez même garder au réfrigérateur pour combiner avec l'action rafraîchissante du produit de massage. On combine le massage et la fraîcheur. Il peut y avoir des massages de réflexologie plantaire pour stimuler cette fameuse semelle de Lejar, et aussi on peut relancer également la circulation lymphatique. Le drainage lymphatique qui peut se faire par un thérapeute, avec même quelquefois des applications d'espèces de contention rafraîchissantes qui exercent une pression sur les jambes. Et puis, bien sûr, vous avez des cures thermales qui sont spécialisées dans les problèmes veineux. Passons ensuite au conseil alimentaire. Évidemment, on va conseiller une alimentation saine. Alors, je dis saine entre guillemets parce que sain, ça ne veut rien dire. On a tous des avis différents sur ce que veut dire sain. En tout cas, ici, dans le cas
du soutien d'une bonne circulation veineuse. On va agir plus spécialement sur certains points. On va faire attention à certains points. Le premier, c'est travailler avec l'index glycémique. Évidemment, bien sûr, la charge glycémique est plus intéressante, mais quelquefois plus compliquée à mettre en œuvre. Donc, on peut toujours garder l'index glycémique, qui est quand même déjà pas mal. Je rappelle que l'index glycémique mesure la montée de la glycémie après ingestion d'un aliment, donc en fonction de sa teneur en glucides, et que les glucides, notamment le saccharose, fragilisent les vaisseaux sanguins. On observe, quand on apporte des glucides, ce qu'on appelle le phénomène de glycation, qui correspond aussi à ce qu'on appelle la réaction de Maillard, qui se fait plus lors de la cuisson, mais à température corporelle, à 37 degrés, vous avez déjà un phénomène de glycation, qui est une réaction entre les glucides que vous apportez et les protéines de l'organisme, comme une espèce de caramélisation. On donne toujours cette image parce que tout le monde voit ce que c'est du caramel qui est dur et qui casse. Eh bien, il se passe la même chose dans notre corps. Quand il y a trop de glucides, on peut avoir une glycation. Et par exemple, le collagène qui est contenu dans les parois veineuses va se rigidifier. On a donc une rigidification des vaisseaux sanguins. Alors, la règle, c'est de supprimer déjà les 3 R. R comme rajouter, tout ce qui est glucide rajouté. R comme rapide, tout ce qui est glucide rapide. Et R comme raffiné, tout ce qui est raffiné. Et là, notamment, pensez aussi aux céréales, au pain blanc, aux pâtes faites avec de la farine blanche, tout ce qui est de la farine raffinée, le riz, etc. Parce qu'on oublie très souvent d'associer céréales et glucides. Hein, vous le voyez, dans les index glycémiques élevés, vous avez le pain, vous avez les céréales, etc. Les pommes de terre, index glycémique élevé. Donc voilà, il s'agit de travailler sur l'alimentation en faisant attention à ça. Le deuxième point, c'est de faire attention aux graisses que l'on va consommer. Les graisses cuites dénaturent les membranes cellulaires. Les acides gras saturés vont encrasser l'organisme. Donc, il est important de penser à apporter suffisamment d'oméga 3, qui sont des fluidifiants sanguins, anti-agrégants et anti-inflammatoires. Dans la dégradation des oméga 3, on obtient un métabolite final qui s'appelle des prostaglandines, qui sont anti-inflammatoires, d'où le conseil pour un adulte de consommer au moins 2 cuillères à soupe d'une huile végétale oméga 3. Parmi ces huiles végétales oméga 3, vous trouvez l'huile de noix, l'huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de cameline, qui sont les plus courantes. Et puis, vous trouvez également les oméga 3 sous forme de DHA et EPA dans ce qu'on appelle les poissons gras, et notamment avec le conseil de manger plutôt des petits poissons gras, style sardines, anchois, maquereaux, plutôt que les gros, tels que le thon, l'espadon, qui sont à réserver à saumon une fois de temps en temps, puisqu'ils sont riches en métaux lourds, vous le savez. Ça, c'est un autre problème. Donc, apporter les bonnes graisses, les oméga 3, puisque l'oméga 3 va être un constituant de la membrane cellulaire qui est phospholipidique, donc on entend le terme lipide, et qui va permettre donc aux cellules d'avoir une membrane souple et fluide à toutes les cellules de notre corps, mais donc qui va aussi permettre d'avoir des échanges corrects entre les milieux intra- et extracellulaires, et donc à l'organisme de travailler correctement. Troisième point, apporter suffisamment de protéines pour notamment fabriquer le collagène des parois veineuses, et cela avec le concours de nombreux cofacteurs que l'on verra après, vitamines et minéraux, et puis faire la part belle, faire la part belle aux végétaux. On en revient toujours à ça, aux végétaux, fruits et légumes, qui doivent être la base de notre alimentation pour apporter ce qu'on appelle la micronutrition.
Donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants qui vont contribuer tous à la bonne santé de nos veines. Alors plus particulièrement, alors évidemment, le corps est un tout. Hein, la naturopathie apporte une vision holistique, donc le corps est un tout. On a besoin de tout en équilibre. Mais là, plus particulièrement, je vous ai sélectionné quelques minéraux, quelques vitamines qui correspondent plus particulièrement aux besoins par rapport à la santé de nos veines. Mais il est évident que le reste aussi, on en a besoin. On porte un petit peu le focus là-dessus. Hein. Le calcium, au niveau des minéraux, qui est une action anti-inflammatoire sur la paroi des vaisseaux sanguins. Le magnésium, évidemment, qui est cofacteur de l'assimilation du calcium, qui va intervenir dans la transmission neuromusculaire. Le fer, qui transporte l'oxygène vers les cellules via l'hémoglobine pour le maintien d'une paroi veineuse en bon état. Et le potassium, qui est hypotenseur et qui dynamise l'activité musculaire. Petit focus sur cela. Au niveau des vitamines, petit focus sur la vitamine C, B9 et B12. Ah, on ne la voit pas, la B12, elle est cachée chez moi par les participants. Mais voilà, c'est B9, B12 qui facilite l'assimilation du fer au niveau de la paroi intestinale. Vitamine, alors, qui ont aussi d'autres aux veines. La vitamine A, ou plus exactement les bêta-carotènes que l'on trouve dans les légumes ou le rétinol trouvé d'origine animale, qui assouplissent les parois veineuses. La vitamine E, qui est un antioxydant protectrice des membranes cellulaires. Et bien sûr, les antioxydants, les fameux flavonoïdes, qui renforcent, qui tonifient les parois veineuses, qui fluidifient le sang et qui régulent la perméabilité capillaire. Alors voilà une assiette santé pour les jambes fatiguées, pour les jambes à circulation veineuse problématique, quelques aliments vraiment à pointer, les fruits rouges qui contiennent des polyphénols, donc ces fameux antioxydants, dont les fameuses anthocyanes qui donnent la couleur rouge violacée et qui augmentent la résistance des vaisseaux et améliorent la fluidité du sang, avec en plus, bien sûr, apport de vitamine C, de potassium, etc. Le raisin noir, plus particulièrement, a des vertus, a des polyphénols particulièrement efficaces tels que le resveratrol, dont on parlera tout à l'heure, et avec des vertus également drainantes, donc très intéressant. Avocat et citron, le premier riche en vitamine E antioxydante, le second en vitamine C, et puis ils se marient très bien ensemble pour un petit guacamole, par exemple. Les œufs bio pour la vitamine, bien sûr, ou bleu blanc cœur pour la vitamine E et les oméga 3. Vous connaissez peut-être la marque Bleu Blanc Cœur qui propose des œufs enrichis en oméga 3 puisque les poules sont nourries en partie avec des graines de lin. L'œuf, je le rappelle, sauf pour les véganes bien sûr, mais sinon c'est la protéine idéale pour l'entretien de la masse musculaire, qui est la contention naturelle, la masse musculaire, la contention naturelle la plus efficace des veines des membres inférieurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut manger des œufs tous les jours sans risque pour notre cholestérol. C'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas m'attarder. Donc, vous n'avez plus qu'à me croire sur parole. On en reparlera peut-être un jour. Mais voilà, on peut en manger sans problème. Par contre, pensez s'il vous plaît à les manger à la coque, au plat, mollet. Il faut que le jaune soit encore liquide pour ne pas détruire la précieuse vitamine E et ne pas dénaturer les fameux oméga 3. Donc le blanc coagulé et le jaune liquide pour bénéficier de tous les bénéfices des œufs. Les noix pour les oméga 3, hein, on conseille, et la vitamine E, il est conseillé d'en manger jusqu'à 5-6 par jour pour un apport tout à fait intéressant.
Vous avez le poisson, les fruits de mer pour ceux qui en mangent, qui vont apporter du zinc, du sélénium, qui sont des constituants du collagène, qui va procurer au vaisseau la résistance et la capacité à se dilater. Et puis, bien sûr, les aromates, les herbes, les épices, dont l'utilisation quotidienne permet de limiter la quantité de sel. Chacun le sait, le sel en excès favorise la rétention d'eau. Ail et origan vont améliorer la fluidité sanguine. En phytothérapie, passons maintenant au conseil de phytothérapie. Alors, de nombreuses plantes peuvent avoir des rôles intéressants contre les jambes lourdes de par leur action à différents niveaux. On va avoir des plantes qui tonifient les parois veineuses, qui protègent les veines, qui fluidifient le sang et qui combattent l'inflammation. Et il peut être intéressant de travailler selon les problèmes avec différentes plantes. Alors, pour tonifier les parois veineuses, on a notamment l'amamélis, dont ce sont les feuilles que l'on va utiliser, qui contient des principes actifs qui sont des tanins astringents et vasoconstricteurs, et des flavonoïdes qui augmentent la résistance des vaisseaux. On a le fragon épineux, qu'on appelle aussi le petit hou, et là, c'est la racine qui est utilisée pour la tonicité des vaisseaux, qui est également vasoconstricteur, stimulant lymphatique, et où l'on va évidemment retrouver aussi les fameux flavonoïdes. Et peut-être un des plus connus quand on pense problème de circulation veineuse, la vigne rouge. En général, c'est la première réponse que l'on a. C'est la vigne rouge, où l'on va pouvoir utiliser à la fois les feuilles qui contiennent des flavonoïdes, parmi lesquels la quercétine, qui est un antioxydant qui stabilise le collagène des parois vasculaires, et qui contiennent également ces feuilles des tanins pour l'astringence et la vasoconstriction. Et puis le fruit de la vigne, donc le raisin, avec le fameux resveratrol, qui est quelquefois appelé, selon certains auteurs, le roi des antioxydants. C'est un polyphénol que l'on va retrouver dans la peau du raisin, qui a une forte activité anti-inflammatoire, qui lutte contre les radicaux libres, qui va donc lutter contre le vieillissement de l'organisme, qui protège le système cardiovasculaire dans son ensemble et notamment protège la paroi des vaisseaux sanguins de l'oxydation et de l'inflammation. Ce resveratrol lutte également contre l'agrégation plaquettaire et diminue les risques de caillots sanguins. On en retrouve également, il n'y a pas que dans la vigne rouge, dans les fèves de cacao, les myrtilles, la grenade, la mûre qui en contiennent, mais en plus petite quantité. Dans le vin rouge aussi, à boire avec modération. Alors, dans le vin rouge, plus que dans le vin blanc, et ce serait lié à la durée de macération, avec la peau qui est moins longue pour le vin blanc que pour le vin rouge, et ça expliquerait en partie le fameux French Paradox dont vous avez peut-être entendu parler, qui faisait que des études ont constaté que les Français avaient un taux de cholestérol plutôt élevé, mais un taux de mortalité par maladie cardiovasculaire qui n'était pas correspondant au taux de cholestérol élevé, contrairement à ce que Ansel Keys, à l'époque, ce médecin américain qui a travaillé sur le cholestérol, voulait démontrer, c'est ce qu'on a appelé le fameux French Paradox, que les chercheurs à l'époque ont mis comme origine sur le fait que les Français boivent du vin rouge. Bon, pourquoi pas? Mais restons raisonnables. Et puis, le raisin, toujours au niveau de ses pépins, contient ce qu'on appelle des OPC, des oligoproanthocyanides, qui sont également des antioxydants très puissants, que l'on retrouve aussi dans l'écorce de pin maritime, voilà, qui sont des antioxydants très intéressants. Donc maintenant, vous allez manger votre raisin avec la peau et les pépins. Voilà. Autre plante intéressante, le ginkgo, le fameux ginkgo biloba, dont les feuilles sont vénotoniques, contiennent des principes vénotoniques, anti-inflammatoires par la présence de nombreux flavonoïdes. C'est également un vasodilatateur de la microcirculation. Et on peut également penser au noisetier, qui est un vénotonique, anti-inflammatoire et anti-œdémateux.
Alors, c'est vrai que je les ai classés sous le titre tonifier les parois veineuses et que je vous ai donné aussi d'autres actions. Et c'est ça, je dirais, le miracle de la nature, de la phytothérapie, c'est qu'une plante n'a pas qu'une seule action. Une plante contient une multitude de principes actifs et qu'elle est intéressante à différents niveaux, qu'elle peut travailler de différentes façons de par la présence de tous ces principes actifs. Et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant d'avoir en complément alimentaire quelque chose qui représente un maximum de principes actifs de la plante. Ensuite, pour protéger les veines, on a, avec une action sur la perméabilité et la fragilité des capillaires, on a plus particulièrement le cassis, qui est un vénotonique. Ce sont les feuilles que l'on va utiliser, les feuilles vénotoniques, anti-inflammatoires, anti-œdémateux. On trouve également les fameux OPC dont je vous ai parlé avant, là, les oligoproanthocyanides, qui améliorent la microcirculation dans les capillaires et préservent les parois. Et la myrtille, le fruit cette fois-ci, ça va bientôt être la saison, qui contiennent les myrtilles qui contiennent des tanins astringents, de la vitamine B1, de la vitamine C, de la provitamine A, d'où protection des parois des vaisseaux. Alors évidemment, vous avez vu que d'autres plantes aussi, mais on fait un petit focus sur cassis et myrtille. La myrtille sans la chantilly, hein, quand même. Bon, avec, c'est meilleur. Ensuite, en phytothérapie, on continue pour fluidifier le sang. On peut penser au mélilo, dont les sommités fleuries ont des principes actifs qu'on appelle des coumarines, avec action sur la viscosité, qui sont des fluidifiants, qui contiennent également des flavonoïdes anti-inflammatoires et des saponosides anti-œdémateux et vasoconstricteurs. Combattre l'inflammation, parce que l'inflammation va durcir les parois veineuses. Alors, la grande plante aussi à laquelle on pense souvent quand on pense problème de veine, c'est le marron d'Inde. Alors, le marron d'Inde, c'est la graine, c'est le marron que l'on va utiliser en extrait normalisé. C'est-à-dire que le marron contient une toxine potentiellement dangereuse qui s'appelle l'esculine, que l'on est obligé de sortir pour ne garder que le principal principe actif qui s'appelle l'essine et qui est utilisé, donc le marron d'Inde est utilisé depuis des siècles pour traiter les troubles de la circulation veineuse. Il va à la fois préserver la perméabilité, la tonicité des parois veineuses, hein, c'est un vénotonique. Il prévient également l'œdème, facilite la circulation sanguine. Il a été reconnu comme efficace pour soulager les symptômes de l'insuffisance veineuse dans les jambes, à la fois par l'OMS, la Commission E et les SCOP. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Et puis, on a également la prêle, qui est importante pour lutter contre le vieillissement des tissus, qui stimule la synthèse du collagène, qui est intéressante en cas de rétention d'eau, qui est riche en calcium, en potassium, en fer, en manganèse, en magnésium, en sodium, en soufre et surtout en silice. Donc, c'est une plante qui est absolument intéressante également. Voilà pour cette partie de la phytothérapie. En aromathérapie, je vous le disais avant, on peut utiliser des huiles essentielles en massage, mélangées à une huile végétale d'arnica qui a des propriétés de stimulation de la microcirculation, action sur la circulation veineuse et la fluidité du sang. Et donc, 3 huiles essentielles. Alors, évidemment, il y a tout un choix d'huiles essentielles. Voilà, on y passerait 1 heure entière. Il faut savoir faire un focus sur certaines huiles. 3 huiles se détachent du lot pour leur action. C'est l'huile essentielle de cyprès, le cyprès toujours vert, hein, Cypressus sempervirens, qui est un décongestionnant veineux, vasoconstricteur astringent, protecteur des parois, très efficace pour les jambes lourdes. L'hélicryse italienne,
Helichrysum italicum, qui est anti-inflammatoire, légèrement anticoagulant, très intéressante s'il existe des varicosités. Et puis, bien sûr, la menthe poivrée, Mentha piperata, qui a un effet vasoconstricteur, rafraîchissant, qui donne immédiatement une sensation de jambes légères et rafraîchies. Alors, ne l'utilisez jamais seul, hein, sur des grandes surfaces. Voilà, en phytothérapie, j'ai pensé aussi par la suite à la gémothérapie où on peut utiliser, alors là, pour le soutien sur le long terme, le bourgeon macérat glycériné de châtaignier qui draine à la fois les systèmes veineux et lymphatiques. Soria nous propose de nombreux compléments alimentaires. Je reviens peut-être pas sur le laboratoire, présenter le laboratoire. Je pense que beaucoup le connaissent, hein. Vous savez que les plantes sont rigoureusement contrôlées, tracées pour assurer l'absence de pesticides, de contamination bactérienne, de métaux lourds, de radioactivité. Que les plantes, quand elles sont cultivées, elles le sont de façon biologique. Et le mode d'extraction, qui est la particularité de Soria Natural, c'est d'obtenir une grande concentration en principe actif, notamment au niveau des extraits fluides, hein, qui permet, c'est un procédé qui permet de récupérer jusqu'à 97% des principes actifs de la plante et la quantité journalière absorbée correspond à la dose efficace journalière. Alors, vous avez des extraits fluides unitaires et vous avez ce qu'on appelle les composors qui sont faits à partir de plusieurs extraits secs de plantes et qui sont 50 fois plus concentrés en principe actif, par exemple, que les teintures mères et qui, pour renforcer la synergie de la phytothérapie des plantes, utilisent certaines huiles essentielles pour avoir quelque chose de totalement efficace. On va les passer en revue. Je vous propose l'extrait fluide de ginkgo, qui a donc qui participe à une meilleure circulation périphérique, artérielle, veineuse, capillaire, qui a un effet protecteur sur la paroi des vaisseaux sanguins, les varices, les œdèmes des membres inférieurs, les hémorroïdes, les maladies de Raynaud et également, bien sûr, tout ce qui est problème de circulation cérébrale, les mémoires, les vertiges, etc., les acouphènes, les maux de tête, etc. Mais là, dans ce qui nous intéresse, grande plante à laquelle nous pouvons penser l'extrait fluide de Ginkgo biloba, donc les feuilles. L'extrait fluide de marron d'Inde, bien sûr, qui est également donc vénotonique, vasoconstricteur, décongestionnant, qui permet une meilleure santé cardiovasculaire, qui est conseillé en cas de jambes lourdes, de varices, d'hémorroïdes, d'œdèmes, de capillaires fragiles avec des couperoses, des ecchymoses, des crampes nocturnes aussi. Voilà, donc tous les extraits fluides, enfin la plupart s'utilisent de la même façon. C'est 1 millilitre, vous avez une pipette graduée, donc 1 millilitre 3 fois par jour, donc avant matin, midi et soir, 10 minutes avant le repas, à diluer dans un petit peu d'eau. Et vous avez là quelque chose de tout à fait efficace. L'extrait fluide d'Amamélis, alors vasoconstricteur, hémostatique, tonique veineux, vasculoprotecteur, décongestionnant, toujours pareil, jambes lourdes, hémorroïdes, varices, phlébites, couperoses, etc. Toujours de la même façon. Donc après, en fait, il s'agit de savoir, on va pas forcément tous les utiliser, quel est le plus intéressant en fonction du problème de la personne. On peut aussi les alterner, hein, pour apporter des réponses intéressantes à cette problématique de circulation veineuse ralentie. L'extrait fluide de prêle, hein, donc pour dès qu'il y a de l'œdème,
dès qu'il y a de la rétention d'eau, et on l'a vu également pour le côté, pardon, dès qu'il y a des œdèmes, et également pour le côté anti-vieillissement des tissus. L'extrait fluide de cassis, alors grand anti-inflammatoire, hein, le cassis appelé cortisone-like, puisqu'effectivement, grand anti-inflammatoire. Donc, quand il y a inflammation, on peut penser également, hein, il améliore aussi la circulation veineuse, on en a parlé, on peut penser à utiliser le cassis pour son effet anti-inflammatoire et amélioration de la circulation veineuse. Donc, on peut aussi réfléchir s'il y a d'autres pathologies, quel est l'intérêt d'utiliser plutôt un extrait fluide ou plutôt un autre. On arrive ensuite à mon chouchou dans le cas de jambes lourdes, c'est le fameux Vénazor. C'est donc un composé, le composor numéro 40, c'est donc un composé où vous allez retrouver du cyprès, du fragon, du marron d'Inde, également de la sauge officinale et de l'Achillée millefeuille, et vous avez là un mélange, une synergie de plantes qui va vraiment soulager les jambes lourdes, l'insuffisance veineuse lymphatique, les petits œdèmes, etc. C'est quelque chose de très intéressant. C'est un produit que moi-même j'utilise. J'ai utilisé chaque été en prévention parce que, effectivement, jambes lourdes, bien que depuis que je fasse beaucoup d'aquagym, j'avais moins ce problème de jambes lourdes, mais quand même, en prévention, j'aimais bien utiliser, me faire un flacon de Vénazor pour mettre toutes les chances de mon côté de garder de jolies gambettes, comme on dit. Et puis, là où je l'ai vraiment apprécié, c'est lors des voyages en avion. Peut-être que certains d'entre vous l'ignorent encore, mais là, je vous parle à 17 000 km de Strasbourg, hein, puisque je vis actuellement en Polynésie française. Et donc, plus de 24 heures d'avion. Je peux vous dire que pour les jambes, c'est pas top. Et le sachant, j'avais fait ma cure de Vénazor 15 jours avant, avant de partir, pour vraiment, et je peux vous dire, j'avais évidemment emmené des chaussettes de contention que je n'ai même pas portées. Je ne les ai pas mises. J'ai évidemment bougé les jambes, même assise, on peut faire des mouvements flex-pointe, on peut bouger, faire des rotations de cheville, etc. On peut pédaler un petit peu, même si on est un peu serré dans l'avion, et puis bouger, se mettre debout autant que possible. Mais en tout cas, je ne peux que vous recommander le Vénazor, qui est un produit complet si vous devez prendre l'avion, si vous devez aller dans un pays chaud, hein, c'est bientôt les vacances, si vous avez prévu de partir en vacances, d'aller dans un pays chaud, ou même tout simplement en restant en Alsace, il peut faire très très chaud en Alsace. C'est un produit que l'on peut prendre en prévention ou en curatif, bien sûr, quand le problème est là, mais il est vraiment, pour l'avoir testé moi-même et pour l'avoir conseillé à de nombreux clients avec des retours très positifs, c'est vraiment un produit que j'aime énormément et j'en avais quelques flacons dans ma valise en partant également en prévention de l'endroit où je vis. Ensuite, on passe aux antioxydants, puisque là, on était vraiment dans les solutions pour les veines, etc. Là, on passe dans les antioxydants, parce qu'évidemment, on vous dit il faut des antioxydants, apportez-les par l'alimentation. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous ou que votre client, si vous êtes thérapeute, va manger suffisamment de fruits, de légumes pour qu'il y ait des antioxydants? Est-ce qu'il va penser à les manger crus, puisque dès que cuits, les antioxydants s'altèrent? Est-ce que, voilà, est-ce que, donc il y a plein de questions, il y a beaucoup de problématiques. Vous avez peut-être des personnes d'un certain âge qui mangent peu, qui n'ont plus cette quantité de fruits et de légumes, qui ont des problèmes digestifs, qui ne supportent plus le cru, voilà. Donc, est-ce qu'il peut être intéressant, dans ces cas-là, de penser à conseiller un complément alimentaire qui va leur apporter les fameux antioxydants?
Et là, vous avez chez Soria le resveratrol, qui contient de la peau et les pépins de raisin noir pour vous apporter un panel d'antioxydants qui va travailler donc sur la circulation sanguine, les sensations de jambes lourdes et fatiguées, mais également c'est un anti-âge complet puisque le principe de l'antioxydant, c'est de lutter contre les radicaux libres qui favorisent le vieillissement de l'organisme. Donc vous avez à la fois le resveratrol en antioxydant et un autre antioxydant qui peut être intéressant, c'est le brocoli qui effectivement a un effet protecteur cardiovasculaire général et qui est un puissant antioxydant. Alors, vous pouvez aussi manger des graines germées de brocoli, c'est très intéressant, mais tout le monde ne mange pas des graines germées, tout le monde ne... Voilà, donc, ou pas assez souvent. Donc, il faut penser effectivement alimentation, évidemment d'abord, mais dans certains cas, les personnes n'ont pas une alimentation ou le temps qu'il y ait une transition alimentaire, puisque si vous êtes thérapeute, vous avez des personnes qui viennent vous voir, vous allez travailler sur leur alimentation, ils viennent avec une alimentation qui n'est pas top, en fonction de leur terrain et de leur pathologie. Et donc, vous allez leur donner des conseils. Le temps que ces conseils soient mis en place, il peut être intéressant de soutenir avec un complément alimentaire. Pareil, les oméga 3. Soit les personnes utilisent les bonnes huiles et mangent des poissons gras, soit ils n'aiment pas le poisson. J'en connais. J'ai une fille qui ne mange pas de poisson, qui n'aime pas le poisson. Donc, soit ils ne mangent pas de poisson, surtout pas de petits poissons gras, soit pas suffisamment. Il est conseillé quand même d'en manger 2 à 3 fois par semaine. C'est pas évident de s'ouvrir une boîte de sardines 2 à 3 fois par semaine pour certains. Donc, il peut être intéressant d'apporter directement ces oméga 3 sous forme de EPA et de DHA à l'organisme avec un complément alimentaire de qualité. Au-delà de 50 ans, très souvent, on conseille de faire au moins une cure par an d'oméga 3 en fonction, bien sûr, de l'alimentation. Mais très souvent, il peut être intéressant de faire cette. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Après, voilà, il y a toujours, on peut encore toujours rajouter d'autres choses. Je pourrais vous parler du magnésium, puisque vous avez vu que le magnésium est indispensable à la contraction musculaire et que la contraction musculaire soutient la tonicité. Je veux dire, on peut aller loin, on peut ne plus s'arrêter. Il fallait faire un choix. Je me suis arrêtée là, mais je voudrais, voilà, signaler le magnésium qui est important. Et je crois que Soria vient de rentrer dans sa gamme un magnésium qui me semble très intéressant puisque ce sont les sels de magnésium les plus intéressants qui sont contenus dans ce produit-là. Je pourrais vous parler de la vitamine D3 qui est importante pour tout l'organisme, pour un maintien de la santé. Voilà, et on n'arrêterait plus. En tout cas, pour ce qui est de la circulation veineuse, je crois que vous avez là un ensemble de conseils qui peut vous permettre de passer l'été avec d'aussi belles jambes que celles que l'on voit sur la photo. Ce ne sont pas les miennes, hein. Je vis au bord de la mer, mais ce ne sont pas les miennes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je suis là pour les questions avec Françoise, bien sûr, s'il y a des questions plus techniques. Merci Anne-Dominique pour ta présentation et surtout ton humour, j'adore. Je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. C'est parfait. En tout cas, merci à vous tous qui nous avez écoutés. De temps en temps, le son faisait des siennes, mais c'était quand même tout à fait compréhensible. Ça nous donnait l'impression que tu ralentissais ou que tu accélérais. Mais c'était totalement audible. J'ai juste une question d'une personne qui demande qu'est-ce que l'on pense de l'appareil Resvitive, qui est un stimulateur circulatoire dont on voit la pub actuellement. Alors moi, personnellement, je ne connais pas du tout. Donc, je ne connais pas. ouais, Je ne peux pas répondre, je ne connais absolument pas. Donc, si jamais vous voulez nous envoyer plus d'infos à l'occasion, on y jettera un coup d'œil, mais c'est un appareil dont je n'ai pas entendu parler. Voilà, dans tous les cas, tu as été très clair sur tout ce que tu as présenté, sur l'importance de l'alimentation qui est vraiment primordiale, le mouvement.
Et je voulais effectivement confirmer quand tu dis que ça peut être intéressant d'alterner les plantes. Quand il y a des fois, on ne sait pas trop laquelle prendre. Est-ce qu'on va prendre la mamélis? Est-ce qu'on va prendre le marron d'Inde? Même si chaque plante a quand même des spécificités. C'est vrai que j'ai aussi un petit peu cette tendance à dire on commence par le Vénazor puisque c'est vraiment ce que je considère comme le traitement d'attaque. Et si après on ne veut pas, pour des raisons financières, prendre ça au long cours sur tous les mois d'été ou de chaleur, on peut très bien après continuer les prises avec ou du marron d'Inde ou de la mamélis. Mais personnellement, je recommande aussi assez souvent d'alterner les plantes parce que chacune, justement, apporte d'autres choses intéressantes. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si tu voulais encore rajouter des choses, Anne-Dominique. Non, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc effectivement, ce qui peut aussi, ce qu'on peut faire aussi, enfin voilà, si c'est pour une question financière, de faire une cure de Vénazor sur 15 jours, de faire une pause de 15 jours et là de mettre vraiment en place beaucoup de techniques, de conseils simples, et puis de refaire une cure, voilà, de faire deux cures, une cure en juillet, une cure en août sur 15 jours, c'est déjà pas mal, je trouve, d'arriver à tenir l'été. Mais après, effectivement, c'est toujours pareil. Faire la cure et ne rien mettre à côté en place, c'est un petit peu dommage aussi, hein. Il faut toujours se dire que c'est important de penser à qu'on ait un corps entier et qu'il faut une vision globale d'un traitement. Oui, tout à Mais fait. le Vénazor est vraiment un produit. Moi, y en a qui disent Dior, j'adore. Bah, moi, c'est Vénazor, j'adore. Je retiens le slogan. On va nous taxer de plagiat, hein. On ne peut pas. J'en profite juste pour vous rappeler à toutes et à tous que vous pouvez retrouver tous nos webinaires. Si vous avez besoin de vous repencher sur le sujet, vous pourrez retrouver le webinaire. On le mettra en ligne la semaine prochaine sur la chaîne Soriavis sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça, quand il y a des petites vidéos qui sont mises en ligne, vous pourrez en profiter. On essaye d'alterner entre les petites vidéos et les webinaires et n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, des petites choses positives ou des likes quand ça vous a plu. Au moins, ça nous donne aussi une idée des sujets qui sont appréciés. Voilà, je suis désolée, je ne me suis pas montrée aujourd'hui, mais c'est ma caméra qui fait des siennes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien du bel été en ayant de belles jambes. À bientôt. Au revoir. À, à bientôt. Merci Françoise. Merci à tous. Au revoir.